Alors voilà, on poursuit sur le même thème avec une présentation de Philippe Petit sur le secret, la coopération du salarié dans le processus du retour à l'emploi, l'exemple du service d'accompagnement après un accident de travail. La parole est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. À mon tour, je remercie Sophie de m'avoir invité à vous parler de cette expérience. En plus, j'ai de la chance parce qu'Alain Jabès a bien introduit le sujet. Je vais même essayer de récupérer un petit peu de temps, puisqu'il l'a développé. Et donc, moi, je vais vous parler, et ça s'inscrit en continuité avec son exposé, de l'expérimentation en cours au sein du régime général d'assurance maladie à la direction des risques professionnels d'accompagnement personnalisé, individualisé des victimes d'accidents du travail dits graves ou sévères, ou en tout cas à risque élevé de séquelles. Pourquoi on a imaginé une expérimentation comme celle-là, d'abord en s'inspirant de modèles étrangers, notamment allemands et suisses, qui ont une expérience de case management dans des environnements un peu différents, mais qui développent cet accompagnement personnalisé et individualisé. Et parce qu'en France, on l'avait assez peu fait jusque-là, puisque les missions traditionnelles de la branche risque professionnel, c'est la prévention, que vous connaissez bien, avec l'implication des CARSAT sur le territoire et dans les entreprises, et la réparation, donc la prise en charge des prestations, des soins, et l'indemnisation des séquelles. Entre deux, on était assez peu présents, assez peu intervenants, alors que la loi de 1946, pourtant, posait comme principe que la réparation ne devait être que subsidiaire. L'objectif premier de la branche étant de réparer dans un but de réhabilitation et de réinsertion. Donc cette expérimentation, je vous l'expose en 3 temps. Le modèle général tel qu'il est mis en œuvre depuis fin 2014, c'est un projet qui s'inscrit dans la COG, Convention d'objectifs et de gestion, entre l'État et l'assurance maladie. Et donc l'amplitude, c'est 2014-2017, avec une évaluation médico-économique à l'issue. Je ferai un focus sur la lombalgie parce qu'à l'intérieur de ce programme d'accompagnement, la problématique de la lombalgie a des spécificités et on a développé un modèle d'accompagnement qui est un peu particulier. Et puis, puisque c'est le sujet, je terminerai par un temps sur les circuits d'information, le partage d'informations et la problématique du secret. Je n'avais pas prévu le mensonge, mais en écoutant ce qui s'est dit depuis ce matin, j'en dirai un petit mot pour conclure, sachant que nous, par construction, on n'est pas exposé, en tout cas on n'en a pas eu jusque-là, à des situations dites de mensonge, vous allez comprendre pourquoi. Le périmètre de cette expérimentation, c'est 3 régions, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France et la région PACA. Et donc sur ces 3 régions, 5 sites sont concernés, les caisses de l'Île-d'Ouai et de l'Artois, les caisses de Melun et de Versailles, et pour PACA, la caisse de Nice. Donc une expérimentation sur ce territoire avec 10 conseillers risques professionnels qui sont des professionnels dédiés, qui sont en charge de cette mission à temps plein et qu'on a formés à cet effet. Et avec une volumétrie attendue de 400 nouveaux cas par an sur ce territoire, les pathologies ciblées étant les lésions pourvoyeuses de séquelles graves ou de désinsertion, c'est-à-dire la traumato classique. Et on a modélisé l'accompagnement des lésions qui entraînent des taux d'IP de 10%, le seuil de gravité étant pour nous le seuil de la rente. À partir de 10%, les personnes perçoivent une rente viagère de réparation des séquelles. Et la lombalgie et le syndrome post-traumatique, pas forcément pour les séquelles, mais pour la durée de l'arrêt et le risque de désinsertion. La détection, l'éligibilité, elle est conduite sur la base des formalités déclaratives parce que qui dit accident de travail dit déclaration obligatoire et donc on dispose assez rapidement d'une déclaration d'accident de travail et d'un certificat médical initial descriptif. Donc nos sources d'informations pour détecter les lésions éligibles, c'est celle-là, sachant que ce ciblage est assez moyennement performant parce qu'il est tributaire de la qualité de rédaction des documents. Plus le certificat
initial, descriptif et précis, plus on a de chances de repérer la gravité, et inversement. C'est pour ça que depuis le début de cette année, on a introduit une modalité de recrutement sur signalement, de manière à repérer aussi des lésions qui évolueraient pas bien et qu'on n'aurait pas détectées au départ. La montée en charge, eh bien, au 30 septembre 2016, on a 624 assurés qui ont été recrutés avec un taux d'adhésion de 71%, ce qui est un taux très satisfaisant sur la base d'une adhésion volontaire. Le poste de conseiller risque pro, c'est un métier qui a vocation à être généralisé si l'évaluation est satisfaisante. Et du fait de ses missions, il a une position un peu particulière. Vous voyez sur la partie gauche que c'est un salarié de la CEPAM qui a, pour l'instant, dans l'expérimentation, ce sont des gens qui ont été recrutés en interne sur la base du volontariat et à partir de compétences relationnelles particulières, qui avaient exercé des métiers de relations, de front office, de conseiller employeur ou aussi de relations clientèle. Et ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle du médecin conseil chef de service de manière à être embarqués dans la problématique de connaissance et de partage d'informations à caractère médical. Et donc, ils ont une mission qui intègre des critères de mobilité et de profil dont je viens de vous parler un peu. Le parcours, sur un plan longitudinal, on a décrit le parcours d'accompagnement, donc ça démarre par un accident de travail réputé grave. Ce qui est important sur cette diapositive, c'est que on souhaite accompagner la personne dans tout son parcours dès la phase médicale et que ça commence, vous le voyez, par le recueil du consentement. Et donc on est dans une contractualisation avec recueil du consentement et on s'intéresse à sa problématique administrative, médicale bien sûr, mais aussi sociale et professionnelle. Et donc, Alain Jabès a parlé d'un environnement complexe et donc l'idée pour nous, c'est de mettre en face d'une victime qui vient d'avoir un accident et qui donc, par nature, n'est pas préparé à ce qui lui arrive, un interlocuteur unique qui jouera le rôle d'interface avec tous les acteurs de cet environnement complexe de manière à optimiser son parcours, lui permettre d'avoir à tout moment ce dont il a besoin, que ce soit sur le plan des droits administratifs, et il est en prise directe avec la CEPAM, c'est un salarié de la CEPAM, mais aussi avec un médecin conseil référent. Et la partie droite illustre la partie médicale de cette prise en charge avec un lien vers l'entreprise et le médecin du travail, le médecin conseil étant l'interlocuteur du médecin du travail et aussi du médecin traitant. Et puis la partie en bas à gauche, c'est là qu'on va trouver les acteurs du social et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Le conseiller risque pro, sur le plan médical, il est donc, on a constitué des binômes. Il a un partenaire médecin conseil référent au sein du service médical qui à la fois statue sur les prestations de ces gens-là. Donc on a une cohérence en matière de décision puisque c'est le même médecin conseil qui statue sur le parcours et les mesures d'accompagnement que sur la justification de l'arrêt et l'évaluation des séquelles. Par ailleurs, cette boucle médicale, eh bien, elle fait intervenir bien sûr le médecin traitant et on commence par discuter avec le médecin traitant puisqu'on entre dans cet accompagnement à partir de lésions médicales. Assez vite, le médecin du travail, dès qu'on commence à réfléchir à la problématique d'aptitude, de retour en emploi, de visite de pré-reprise, et le centre de consultation de PathoPro, qui est un partenaire naturel pour nous, puisque la branche finance ces consultations et qu'on y trouve de l'expertise en matière d'évaluation de capacité. Médecin conseil interlocuteur privilégié du médecin du travail, je l'ai dit, l'employeur est informé précocement que son salarié fait l'objet d'un accompagnement et le médecin du travail est contacté. Donc le médecin conseil contacte le médecin du travail pour l'informer également. Et ensuite, eh bien, on prépare la visite de pré-reprise, donc par échange entre ces professionnels, de manière à ce qu'on puisse optimiser les choses, anticiper autant que possible.
Les actions en faveur du retour à l'emploi, ça fait appel à des dispositifs qui ne sont pas spécifiques, mais où on souhaite renforcer les partenariats et donc on mobilise les ressources qu'Alain Jabès a évoquées. On souhaite d'ailleurs investir davantage ce champ parce que pendant le premier temps de l'expérimentation, on a beaucoup travaillé les aspects médicaux, le relationnel avec le médecin traitant. Aujourd'hui, on commence à avoir des lésions sévères qui sont au stade de la consolidation, un peu de recul sur des visites de pré-reprise et des échanges avec le médecin du travail. Et donc, nos CRP doivent s'impliquer davantage et mieux connaître les dispositifs de retour à l'emploi. Et on va y travailler, on a l'intention de les former spécifiquement. Alors, cette expérimentation est aussi un contexte de tester des dispositifs un peu innovants, l'essai encadré, qui a été généralisé cette année, mais qui est une modalité de tester en situation soit le retour au travail, soit aider la personne à accepter qu'elle n'ait plus tout à fait les mêmes capacités et qu'elle ne pourra pas refaire forcément ce qu'elle faisait avant. Reprendre le travail en matière de risque professionnel, on peut imaginer une reprise de travail léger. Et travail léger, c'est soit sur un mode partage du temps, fractionnement, mais aussi allègement de la charge. Et puis, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qui est encore peu connu, peu utilisé, et qui est un vrai levier de retour au travail dès lors qu'on dispose d'un contrat de travail. Le focus sur la lombalgie, c'est pour vous décrire un peu ce qu'on a mis en place pour cette pathologie-là. D'ailleurs, je suis assez content de pouvoir en parler à une table ronde présidée par un professeur québécois, puisqu'on s'inspire du modèle de Sherbrooke. Et donc, on a imaginé un accompagnement de la lombalgie qui combine à la fois une prise en charge médicale et un volet professionnel, puisque l'expérience de Sherbrooke a montré qu'il fallait concilier ces deux volets, que l'approche médicale seule était insuffisante et que la problématique professionnelle ne pouvait pas faire abstraction de la dimension médicale des choses. Donc, à partir d'ateliers qu'on a organisés, notamment avec Sophie et Jean-Baptiste Fassier, qui a beaucoup travaillé sur ce modèle, on a contractualisé avec des centres de rééducation pour avoir cette double dimension d'accompagnement de nos lombalgiques en accident de travail. Alors je parle de lombalgie de façon générique, il s'agit de lombalgie aiguë par nature, puisque c'est des accidents de travail, mais aussi de lomboradiculalgie et tout ce que vous connaissez en matière de pathologie mécanique aiguë de la partie basse du rachis, sachant que ces pathologies-là ne sont pas que orthopédiques, elles sont multifactorielles, et que le principal problème est le risque de chronicité et de désinsertion. Et avec un double enjeu, c'est de ne pas les recruter trop tôt, sinon on les médicalise à l'excès, mais pas trop tard non plus, parce que si on loupe le passage à la chronicité, c'est trop tard et on a du mal à les récupérer. Donc nous, dans ce programme, on a mis la barre à 60 jours, qui est le seuil à peu près admis d'entrer dans la chronicité. On a contractualisé avec des centres de rééducation sur les territoires où se développe cette expérimentation, de manière à avoir une boucle médicale avec un accès privilégié. Le principe, c'est qu'au moment du recueil du consentement, on propose à ces patients une prise en charge de 4 semaines dans un centre de rééducation et selon un programme qui correspond au standard actuel de restauration fonctionnelle du rachis. Mais avant même l'entrée en rééducation, dès lors que la personne accepte le principe de cet accompagnement, provoquer la visite de pré-reprise, avoir un premier contact avec le médecin du travail, faire en sorte que le médecin du travail et le rééducateur communiquent pour qu'une continuité, une cohérence s'installe entre la problématique lombaire rachidienne, le contexte professionnel, les gestes et postures, la prise en charge de rééducation en vue d'un retour à l'emploi et que la personne ressente cette cohérence, c'est-à-dire on me propose un programme qui est adapté et il est tellement adapté que le rééducateur
tient compte des observations du médecin du travail et qu'à la sortie, le médecin du travail aura l'information de ce qui s'est passé en rééducation, y compris des échanges physiques possibles si le médecin du travail et le rééducateur décident d'en convenir. On a mis en place des outils adaptés pour pouvoir communiquer, et donc en particulier une fiche navette. Donc on échange de l'information médicale à propos de la personne, à la fois sur son activité et sur sa prise en charge de rééducation. Et pour que cet échange puisse se faire, eh bien, tout simplement, le patient est porteur du support. Donc on lui demande, et le conseiller l'aide si nécessaire, de prévoir une visite de pré-reprise. Il se présente au médecin du travail avec sa fiche navette. Et le médecin du travail, d'ailleurs, a été informé du programme. Et quand il rentre en rééducation à la consultation médicale d'admission, le médecin de rééducation dispose de la description du poste, des activités professionnelles et des coordonnées du médecin du travail. Donc il peut à son tour le contacter, entrer en relation avec lui. Donc cette fiche navette, je vais vous la montrer parce que je l'ai prévue donc, au poste privé. Voilà, donc elle a une partie descriptive qui identifie de façon simple le médecin du travail, mais qui décrit aussi les activités, les contraintes. Et on a le verso, qui est la prise en charge de rééducation, et les recommandations que fera le médecin de médecine physique à la fin du séjour, les difficultés persistantes et les problèmes à prendre en compte pour le retour au travail. Indépendamment de cette fiche navette, on a mis en place une grille commune d'évaluation des patients, donc tous les rééducateurs utilisent le même format standard d'évaluation, et d'ailleurs ce volet lombalgie fera l'objet d'une évaluation spécifique au sein du programme avec une thèse de rééducation qui est prévue. Et puis, voilà ce que je voulais dire sur les spécificités de la lombalgie. Alors, en matière de secret médical et de partage d'informations, je voulais vous montrer dans ce programme les aspects qui méritent d'être un peu soulignés dans le contexte de ce colloque. D'abord, nos CRP, leur statut, je vous ai dit, ils sont sous l'autorité fonctionnelle du médecin conseil, et donc ils ont reçu une formation au secret médical, et ils ont signé un avenant au contrat de travail qui les place sous l'autorité du médecin conseil au regard des aspects liés au secret médical. Alors vous me direz, en accident de travail, le secret médical, c'est une dérogation. Les lésions font l'objet d'une dérogation officielle, certes, mais quand on accompagne les gens individuellement, ils racontent leur vie, et donc on embarque des informations qui sortent du champ strict de la problématique accident de travail. Donc ça, cette construction a été élaborée pour qu'il soit apte à ce partage d'informations. On recueille de façon explicite le consentement du patient. Donc c'est une adhésion du patient, de l'assuré, enfin de la personne qu'on va accompagner. C'est une adhésion explicite selon un formulaire qu'on a élaboré et qui, c'est un contrat moral en quelque sorte. On lui propose l'accompagnement, on lui demande en contrepartie de s'engager à suivre un certain nombre de recommandations et surtout, à l'occasion du recueil du consentement, quand on formalise cette contractualisation, on explicite un certain nombre de caractéristiques. Je voudrais vous montrer aussi cette lettre d'engagement, si je la retrouve. Merci. Merci, Joël. Merci. Donc, cette lettre d'engagement a recto inverso. Le recto, c'est de l'information voilà. Alors, ce n'est pas un formulaire administratif qui est balancé à l'assuré pour suite à donner. On le rencontre physiquement, on lui explique, on lui laisse le document, on prend un autre rendez-vous et on vient recueillir son consentement. Donc tout ça, c'est accompagné. Mais il y a une lecture qu'il fait avec le conseiller. C'est est-ce que vous souhaitez participer?
oui, je souhaite participer. Donc, ça veut dire qu'un conseiller va s'occuper de la bonne coordination des soins, m'aider dans mes démarches, rechercher des solutions adaptées pour mon retour à la vie active. Donc, il est informé précocement qu'on s'inscrit dans un accompagnement qui a pour objectif de lui permettre de se réinsérer dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui est important, c'est de vous montrer aussi le verso, pourvu que je ne le plante pas. Parce que derrière, on a explicité la portée de l'engagement. Donc la portée de l'engagement, c'est « je réponds oui, j'accepte d'être accompagné par un conseiller risque pro. J'autorise le conseiller risque pro à prendre contact avec l'ensemble des personnels intervenant dans ma prise en charge médicale, sociale, professionnelle. J'autorise le médecin conseil à échanger avec mon médecin traitant. Le médecin conseil a déjà le droit de faire ça. Mais dans cette contractualisation, le patient est informé explicitement qu'on va le faire. Ce n'est pas un droit supplémentaire, mais ça explicite la portée de l'engagement et sur quoi repose cet accompagnement. Et puis, ce document a été validé par le Conseil national de l'ordre, parce que tous les aspects liés au secret, on doit obtenir cette validation pour mettre en place un dispositif comme ça. Et donc, ils ont souhaité qu'on inscrive aussi « je réponds non ». Évidemment, le refus n'a pas de conséquences sur mes prestations. Et dans tous les cas, je reste libre du choix des professionnels qui me prennent en charge. Donc, on recueille son accord et il garde la trace de la portée de cette contractualisation. Ça, c'était pour décrire le côté contractuel des choses. Oui, en matière d'outils, bon, le support CERFA habituel de la visite de pré-reprise, la fiche navette, je vous l'ai montré, le portage par le patient. Donc le patient est engagé dès le départ. Hein. On l'accompagne, mais il est acteur. Par ailleurs, il sort quand il veut. Donc c'est pas sous la contrainte, mais il y a un cadrage pour lequel on souhaite que ça repose sur une certaine responsabilisation. Alors la question du mensonge, en écoutant les exposés de ce matin, on n'y a pas été confronté parce que d'abord, je pense que quelqu'un qui est dans une problématique de dissimulation, quand même, on est la sécurité sociale, c'est pas très loin de la police. Donc celui qui n'a pas très envie, il n'a pas forcément envie d'être accompagné s'il a des choses à cacher. Mais il est possible quand même, dans le cours d'un accompagnement, qu'on soit confronté à une posture qui consiste à dire non, moi je ne dirais pas telle chose au médecin du travail, ou moi ça je vais le cacher, etc. Je pense que tout simplement ça mettrait fin à la contractualisation de l'accompagnement, puisqu'on est dans un contrat librement consenti. Le conseiller risque pro, il a sa déontologie. Si à un moment donné, le salarié lui dit « moi je veux faire des choses » pour lesquels il ne souhaite pas l'accompagner sur ce terrain-là, eh bien, il cessera de l'accompagner tout simplement. Voilà, merci de votre attention. Alors, merci, Dr Petit, pour cette présentation fort intéressante. Compte tenu du temps qui file, on va se limiter à 2 questions, ne pas trop décaler la pause. Alors, la parole est à la salle. Alors, pendant qu'on amène le micro, je vous redis qu'après ces 2 questions, on va prendre une courte pause, mais alors très 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 courte, pour éviter de perdre le moins de gens possible en fin d'après-midi le vendredi. Il n'y a que les étudiants que j'ai bien photographiés. Non, mais je plaisante. Non, je plaisante. Sinon, effectivement, après, et comme ça, je n'introduirai pas la pause, on reprend au bout de 10 minutes, donc si vous entendrez un grand hurlement dans les couloirs, c'est moi, pour enchaîner avec les addictions et l'épilepsie, d'accord, qui vont être le point concret d'orgue de notre question de ces 2 jours. Question alors. Oui, bonjour. Donc Chantal Bernard, je suis médecin du travail en milieu hospitalier. J'avais interpellé hier Sophie Santoni parce que je n'avais pas pu poser une question, disons surtout faire un retour d'expérience sur la richesse que pouvait apporter le fait de se réunir de manière tripartite et même quadripartite entre DRH, directeur des soins, médecins du travail et partenaires sociaux. Et surtout sur l'évolution qu'on a eue à ce niveau-là, où on obtient de grands résultats quand chacun est convaincu de la nécessité. Mais avec les propos que je viens d'entendre, je n'irai pas plus loin, parce que je vois qu'au niveau donc de la CNAMS, on va nettement plus loin dans les partenaires pour la réinsertion et le maintien au travail, et surtout la réinsertion. Et je poserai comme question, à quand l'application aussi dans la fonction publique, et en particulier la fonction publique hospitalière ?
la fonction publique, c'est pas dans mon champ, donc là, je peux pas répondre. Moi, je peux vous dire que sur le plan... Pardon? Ben oui. Oui, je suis d'accord, mais ça ne me rend pas légitime pour autant. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce modèle d'expérimentation qui sera évalué par le directeur général, l'expérimentation ne sera pas finie à la fin de la COG. Donc vraisemblablement, elle va se poursuivre sur la future COG. L'actuel directeur général de la CNAMS ayant d'emblée annoncé que pour lui, le critère économique n'est pas un prérequis exigé. C'est-à-dire que la dimension de service et de service rendu et de bien-être au final et de réinsertion compte autant que le coût du service lui-même. Voilà. Et qu'il a donc vocation à être généralisé dès lors qu'il n'est pas dispendieux. Donc il ne coûte pas plus cher que ce qu'on fait. Voilà. Mais pour la fonction publique, ça ne vous aide pas. Pour compléter en fait ce que vient de dire Philippe, il y a énormément en fait de gens en fonction publique hospitalière qui commencent à monter des équipes de maintien en emploi exactement en fait comme celle-ci. Et c'est vraiment, vous savez en fait qu'en fonction publique, c'est le directeur de l'établissement qui fait ce qu'il veut. Et quand il a compris à quel point ça peut l'aider, il monte lui-même son équipe de maintien dans l'emploi à l'intérieur de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou d'État. Et nous avons en fait des exemples dans les 3 fonctions publiques sur le début également de ce genre de problème. C'est vrai, avec peut-être un petit peu de retard vu les spécificités de la fonction publique, mais en fait le processus est enclenché aussi en fonction publique. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, ici. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Petit. Je suis Jean-Pierre Almien, médecin du travail. Est-ce que les 30% qui n'adhèrent pas au processus pourraient servir de comparaison justement à la fin de l'étude aux 70% qui adhèrent pour voir effectivement l'efficacité? Alors, on fait une analyse spécifique des motifs de refus. Donc, ça fera partie de l'évaluation, oui, bien sûr, parce qu'il peut y avoir là-dedans des gens qui en auraient peut-être encore plus besoin que les autres et qui n'en comprennent pas l'intérêt, par exemple. Donc ça, oui, c'est pris en compte, premièrement. Par ailleurs, sur l'évaluation proprement dite, elle se fait en 2 temps. Elle se fait d'abord de façon statistique globale en comparant les résultats obtenus sur les personnes accompagnées versus des moyennes de durée d'arrêt, de retour à l'emploi, de taux de séquelles dans des caisses comparables où il n'y a pas le programme. Et il y a une évaluation qui est beaucoup plus longue, qui est prévue jusqu'en 2020, parce qu'il faut que tous ceux qu'on a recrutés soient consolidés pour qu'on puisse apprécier le résultat final, et qui, elle, se fait en témoins randomisés. Donc aujourd'hui, quand on recrute, le service est proposé à 1 personne sur 3, à 2 personnes sur 3, 1 sur 3 est mise en témoin et on ne lui propose pas. Voilà. Donc on aura des témoins absolument identiques, y compris dans les sites d'accompagnement. Par ailleurs, cette évaluation, elle est confiée à la chaire d'économie de la santé de Paris, et donc c'est une évaluation externe. Oui, merci à nos 2 conférenciers. On se laisse pour une courte pause. À tout à l'heure.